on aura un petit souvenir. Alors, bon, est-ce que vous avez tous les trois eu le temps de terminer le livre? Oui. Oui, très bien. C'était un petit peu plus court, hein, je crois, que Martin Eden. Voilà, donc je vais vous poser quand même quelques questions pour commencer. Est-ce que vous saviez que c'était une femme qui avait écrit Frankenstein? Oui. Oui. Non. Oui. D'accord. Et est-ce que, bon, généralement, si vous répondez oui à cette question, vous allez répondre oui à la suivante. Est-ce que vous saviez que Frankenstein, c'était donc ce personnage qui fait donc ses expériences là, en laboratoire, qui est le créateur donc de ce monstre, et que Frankenstein, ce n'était pas le nom de la créature? Oui, oui. Oui? Ok. Non, parce que, en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans la pensée collective, il y a eu un glissement et une confusion qui fait que beaucoup de personnes pensent que Frankenstein, en fait, c'est le nom de la créature. Voilà, c'est le monstre. Et en fait, c'est pas du tout le monstre. Hein. Le monstre ne porte pas de nom. Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant de remettre ça dans l'ordre. Bonsoir Karine. Bonsoir, excusez-moi, je suis en retard. Oui, on vient de commencer. Hein. Donc, on discutait du fait que Frankenstein, dans l'esprit de beaucoup de personnes, en fait, c'était le nom du monstre et non pas du créateur. Et voilà, et je trouvais ça intéressant que des personnes qui ne connaîtraient pas l'histoire, en fait, ou qui connaîtraient le mythe, mais qui n'auraient pas lu le livre, redécouvrent finalement que voilà, il y a des petites confusions qui se sont installées. J'ai eu exactement la même. D'accord. J'ai découvert que c'était. J'ai même relu à 2 fois à un moment une phrase parce que je ne comprenais pas et effectivement, j'ai eu la même problématique. Voilà, donc effectivement, hein, c'est très courant de penser que Frankenstein, c'est le monstre et non pas son inventeur. Donc maintenant, vous le savez. Ok, très bien. Alors, bon, Karine, c'est la première fois que tu nous rejoins. En fait, le principe, c'est tout simplement qu'à tour de rôle, on s'exprime sur ce qu'on a pensé de l'œuvre qui a été choisie, sans pression, en toute liberté. Et voilà, et puis ensuite, on peut rebondir sur les commentaires des uns et des autres. Est-ce que quelqu'un veut commencer en particulier? Oh oui, moi je veux bien. D'accord, on écoute Catherine. D'abord, j'étais oui, surprise que cet écrivain, cette jeune fille de 19 ans, écrive ce genre d'histoire, une histoire quand même qui est débordante d'imagination, de pouvoir mettre en avant la science-fiction, qui aujourd'hui est devenue, qui a beaucoup progressé. Quoi. Je ne sais pas si c'est le début des sciences par la science-fiction, mais voilà. Et on peut se poser aussi le danger de la science, si la science a une conscience aussi. Il y avait la science, il y avait la vengeance des deux personnes que j'ai retenues. Et puis, moi, j'étais très attachée à cette créature hideuse parce que, attendez, j'ai pris des notes, parce il l'a jamais considéré comme un humain. Il l'a laissé tomber, abandonné, et je trouve que cette créature avait quand même une force entre parenthèses humaine. Il a appris à lire sur les lèvres des humains en les observant depuis son apprenti. Il a supporté le froid, il se nourrissait peu, il était dans la solitude et en fait il a toujours souffert, il était malheureux. Ouais. Et dans cette histoire, j'ai pas, enfin peut-être que j'ai raté quelque chose, je ne sais pas, mais j'ai pas compris pourquoi son créateur l'avait abandonné comme ça. Bon, il était violent, etc. Mais quand on est malheureux, on peut attiser aussi la violence. Voilà, oui, puis après, c'est une certaine vengeance finalement entre les deux hommes parce qu'il y en a la créature lui demande de créer une femelle en quelque sorte et Frankenstein le créateur ne veut pas.
Et il disait, en parlant de lui, quand je pensais à lui, je grinçais des dents et il me tardait d'éteindre cette vie que j'avais laissée naître avec tant d'inconséquences. En fait, tout lui retombe dessus. Enfin, je parle mais un petit peu dans le désordre, quoi. Veuillez m'en excuser. Mais voilà, en fait, oui, moi j'ai bien aimé. Et puis j'ai aimé aussi le passage quand la créateur dit au créateur, si je suis méchant, c'est parce que je suis malheureux. Je lui demande de créer une femelle pour qu'il puisse échanger des sentiments de sympathie, une créateuse hideuse, donc comme lui, sachant qu'ils seront coupés de tout le monde. Nous ne mènerons pas de vie heureuse, mais ce sera une vie d'innocence. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. Il demande à son créateur tout simplement de le rendre heureux. Voilà. En gros, c'est ça. Ok. Merci, Catherine. Oui, oui, très bien. Il y a des choses intéressantes, moi, sur lesquelles je voudrais rebondir aussi tout à l'heure. Mais on va d'abord, je préfère vous donner la parole à tous d'abord. Elisabeth, est-ce que tu veux bien poursuivre, s'il te plaît? Alors, moi, ce que j'ai appris sur Marie Shelley, c'était qu'avant d'écrire ce livre, elle venait de perdre un enfant qu'elle avait tenté de réanimer. Ce qui m'a surpris dans la lecture, c'est que la femme et la maternité sont des thèmes presque absents, parce que la femme est traitée comme une sœur, plus que comme une amante. Et en règle générale, d'ailleurs, j'ai trouvé que les personnages étaient plutôt désincarnés. Par exemple, ce monstre que l'on dit hideux, mais c'est le seul adjectif à peu près qui revient. C'est-à-dire que si je n'avais pas en tête les adaptations cinématographiques qui ont été faites, je ne sais pas si je pourrais superposer. J'ai tenté de superposer ma propre image de ce monstre, mais c'était toujours l'image de l'adaptation cinématographique qui revenait en fait. Parce qu'il est, oui, il est fait de parties de chair morte, il est gigantesque, il est hideux, mais mis à part ça, il est quand même très peu décrit, ce monstre. Donc il y avait ça qui m'avait un peu surprise, ouais, mais ça correspond aussi sans doute au style un peu homogène, très romantique du roman. Dans ce roman, il y a 3 narrateurs différents et ils parlent toujours de la même manière, je trouve. C'est-à-dire que aussi bien Walton que Frankenstein et que le monstre emploient le même vocabulaire. Et parfois c'est un petit peu artificiel, je trouve, pour le monstre, parce que il a la même culture, il est empreint de la même culture que scientifique et littéraire de l'époque. Donc voilà, c'est ce qui m'a un peu surprise dans le roman. Sinon, alors j'ai eu parfois du mal avec cette écriture un peu emphatique et par moments. Je suis d'accord. Mais il reste de très beaux passages, effectivement, et des passages quand même de grande vérité, comme à la mort de... Alors j'ai bien aimé, moi, le passage de la mort de Frankenstein et le monstre qui vient se recueillir devant lui en lui disant que finalement il est encore plus malheureux lui d'être en vie que de n'être pas mort de la main de son créateur finalement. Donc il y a de très beaux moments, je pense, d'écriture qui confinent au sublime, je pense, et des moments que je trouve un peu artificiels. Ok, oui, merci Elisabeth. Je prends quelques notes pour ne pas oublier ce que je veux partager avec vous après. Très très bien, très intéressant aussi. On va écouter Jean-Baptiste.
D'accord. Donc, moi, j'ai bien aimé hein, le livre en fonction de ce que tu m'avais dit aussi, que c'était un des premiers romans qui prenait des thèmes de science-fiction quelque part. Et par rapport à ça, j'ai remarqué en fait que finalement les thèmes restent très similaires à ce qu'on a à l'heure actuelle. Avec les intelligences artificielles et tous ces trucs-là, c'est aussi mais qu'est-ce qu'on a créé, où ça va aller, est-ce que ça va pas nous damner l'espèce humaine ou je ne sais quoi, etc. Donc on retrouve en fait les mêmes préoccupations, quel que soit le type de création et d'avancées technologiques quelque part, puisque finalement ce qui inquiète plutôt, c'est à chaque fois la création humaine et les risques que ça emmène dans une création irréfléchie. Puisque, en fait, d'après ce qu'on comprend dans le roman, Frankenstein a fait ça sans vraiment penser aux conséquences et c'est qu'une fois qu'il a fait son truc, qu'il s'est aperçu que peut-être il avait fait une connerie. Donc c'était assez intéressant par rapport à ça. Et un peu comme Elisabeth, j'ai trouvé que l'écriture était parfois un peu empoulée et les émotions étaient assez grandiloquentes. Et je me disais, mais c'est marrant parce que est-ce que en tant qu'homme, je me reconnais dans ces hommes qui ont autant d'émotions et de transport et d'état d'âme? Ou est-ce que c'est le fait que c'est écrit par une femme? Est-ce que c'est le fait de l'époque? Ça, je ne savais pas. Comme j'ai pas beaucoup de culture de livres de cette époque, est-ce que les hommes à cette époque étaient aussi sujets à ce genre de mélancolie, de machin, puisque c'était la psychologie de l'époque d'une certaine manière et l'état d'avancée des sciences qu'on voit à travers ça. Donc ça, j'ai pas de réponse, mais par rapport à l'écriture qu'on a aujourd'hui et aux œuvres qu'on a aujourd'hui, ça fait étrange. Ensuite, je me suis documenté aussi pour savoir le contexte autour de la création de l'œuvre, et je me suis aperçu qu'elle était quand même jeune, elle avait 18 ans. Donc je me dis, est-ce que c'est parce que c'est aussi une œuvre de jeunesse qu'on retrouve ce style ou cette description qui parfois est un peu en surface des personnages. Et là, je pense par exemple aux scientifiques, où je me suis dit, mais est-ce qu'un scientifique intéressé par créer la vie et par manipuler les créatures et ces choses-là, ne s'intéresserait pas à sa création une fois qu'elle est là. Tu vois, même s'il la trouve hideuse, même même si elle le repousse, est-ce qu'il ne serait pas quand même intéressé de connaître ce qu'il y a derrière ou d'en savoir un peu plus? Pour moi, un scientifique, c'est quand même quelqu'un qui est curieux et qui, si tu en arrives au point de manipuler ce genre de force et de créer quelque chose, tu vas vouloir savoir et pas juste effacer le truc d'un coup, quoi. Ensuite, l'autre aspect que j'ai trouvé très intéressant, c'était l'aspect des différents niveaux de récit, où on commence par des lettres. Alors ça m'a surpris. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de lettres de l'autre sur son bateau? Je pensais que l'histoire, c'était le scientifique avec sa créature. Mais en fait, il y a un autre niveau. Et pendant tout le temps où après Frankenstein nous parlait, enfin parlait à l'autre, je me sentais dans la peau de l'autre quelque part. C'était assez intéressant. J'étais toujours rappelé qu'il était en train de me raconter une histoire, enfin de raconter l'histoire aux marins. Et après, il y a la créature qui raconte l'histoire à Frankenstein. Et en même temps, après, tu as les histoires que la créature est témoin. C'est comme s'il y avait encore un quatrième niveau de sous-histoire. C'était assez... je sais plus, je crois que c'est quand il entend le récit de tout ce qui est arrivé à la famille. Ça fait comme s'il y avait un quatrième niveau comme dans le film Inception, je sais pas si vous l'avez vu, où on rentre plus profond dans les rêves et donc ça nous enfonce encore plus dans le récit.
Alors, il y avait juste un autre truc que je crois que j'ai pas noté. Ah oui, il y avait l'aspect aussi, ça m'a surpris que la créature parle tout de suite comme si elle avait fait des études avancées. Ça, c'était le truc qui m'a un peu interloqué. Tout d'un coup, elle arrive et elle a un style super, ouais, très très éduqué et elle parle mieux que moi, quoi. C'était. Je me suis dit, mais comment elle a fait pour apprendre juste en lisant les textes, quoi? Parce que même quand tu as le son d'un côté et le texte de l'autre, comment tu fais la différence entre les lettres ou entre les trucs, tu vois? Je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment crédible de pouvoir apprendre juste avec un livre et en entendant des sons qu'il y a autour, tu vois? Donc c'était juste des petits détails comme ça que je me suis posé et après j'avais trouvé certains passages à la fin qui étaient assez révélateurs. Je les avais surlignés dans mon truc. À ce moment-là, si on repartage les textes à la fin, le temps que je les retrouve, je peux laisser parler Karine. Oui, Ouais. d'accord. Merci en tout cas Jean-Baptiste, beaucoup de choses intéressantes. Du coup, Karine, la parole est à toi. Merci. Merci à tous pour votre partage. Je vais rejoindre Elisabeth et Jean-Baptiste sur l'écriture qui parfois me gênait parce que ce n'est pas du tout le style de livre que je suis habituée de lire. Beaucoup de temps que je ne suis pas habituée à lire. Et du coup, j'ai mis un certain temps à m'y remettre, mais après, ça devenait fluide. Mais bon, effectivement, c'était pas... ça m'a gênée en fait, au début. Je devais relire plusieurs fois les phrases pour être sûre de bien comprendre. Ensuite, j'ai adoré, là je vais rejoindre aussi Jean-Baptiste, la manière dont l'histoire a été amenée, parce que pour moi, on était dans un laboratoire où quelqu'un essayait de construire un bonhomme de pain d'épices, mais pas en pain d'épices, quoi. Et finalement, on était au pôle Nord avec un personnage qui n'avait rien à voir. Alors moi, j'arrêtais pas d'attendre que le personnage dise qu'en fait, il était médecin et qu'il fuyait quelque chose. Non, en fait, c'était pas lui, c'était pas Walton. Donc j'ai adoré cette façon d'amener parce que du coup, ça m'a tenu en haleine. J'ai fait un parallèle dans ma tête dès le début parce que jeune, j'ai lu Dracula, ça doit être à peu près de Bram Stoker, qui était à peu près de la même époque, et je l'ai trouvé beaucoup plus fluide, Dracula. Effectivement, ça m'a beaucoup plus emporté. Bizarrement, je trouvais l'histoire de Dracula presque plus crédible. Et ce qui m'a gênée dans l'histoire de Frankenstein, c'est que... enfin, gênée et pas gênée, en fait. Finalement, la description scientifique de comment elle a pu créer ce corps n'existe pas. Elle l'a fait de manière extrêmement poétique. Et moi, je m'attendais à avoir quand même un minimum de documentation médicale de l'époque pour essayer d'avoir l'air crédible. Mais ça n'a pas eu lieu et j'en ai conclu que finalement, on n'est peut-être pas obligé de tout savoir sur quelque chose pour réussir à s'en sortir en science-fiction. C'est peut-être pour ça que Dracula m'a paru à l'époque beaucoup plus naturel parce que comme les vampires n'étaient pas censés exister et qu'ils ont fait comme si ils existaient, ben, ça m'a paru plus fluide. Mais là, ça m'a gênée parce qu'on a compris qu'il faisait beaucoup d'études. Déjà, en 2 ans, il devient tellement balèze qu'il est capable de faire quelque chose. On ne sait pas sur quoi, en fait, pourquoi il s'est lancé là-dedans. Et effectivement, j'ai été gênée par la créature qui, finalement, avait le même niveau de connaissance que son créateur. En revanche, ce qui m'a plu dans le livre, c'est le message à travers ça, et je vais rejoindre ce que disait Catherine, c'est qu'il demande à son créateur de le rendre heureux, mais finalement, nous-mêmes, on demande à notre créateur de nous rendre heureux aussi.
Et j'ai trouvé que le parallèle est au-delà de toute religion, hein. Mais je trouvais que le parallèle était assez amusant et je trouve que le message à travers le livre est chouette. Mais les points de vue du personnage aussi, les points de vue de l'auteur, effectivement, j'aurais apprécié qu'il change sa manière d'écrire, mais d'avoir le point de vue de Walton, le point de vue de Frankenstein, etc., j'ai trouvé ça très bien. Mais le côté scientifique était pour moi un peu trop léger. Alors, c'est peut-être lié au jeune âge de Mary Shelley, mais voilà, globalement, ce que j'ai pensé de tout cela. Voilà. Ok, en tout cas, merci. merci. Je n'aurais jamais pensé à le lire, ce livre. Et ça a été une belle découverte, finalement. Bon, je suis ravie parce que c'est un classique de la littérature. J'ai entendu qu'il y avait des choses qui vous avaient un peu déboussolé, peut-être moins plu. Mais est-ce que dans l'ensemble, c'est quand même, j'ai l'impression que c'est un livre qui vous a plu et que peut-être même vous pourriez recommander. Oui, oui. Rien que par le fait que, pour moi, Frankenstein, c'était le nom du monstre, tu vois. Rien que pour ça, dans un dîner entre amis, ça fait déjà bien. Et j'ai oublié de dire, Jean-Baptiste, je suis d'accord avec toi, un scientifique, s'il découvre quelque chose qui fonctionne, parce qu'il n'était pas sûr que ça fonctionne au départ, va aller regarder comment il va survivre. On va faire une petite étude. Moi, je suis dans les études cliniques. Alors, on va aller regarder quand même à côté comment on va aller, comment ça va fonctionner, pourquoi il vit, et combien de temps il vit, et s'il vieillit. Enfin, il y a 15 milliards de questions. Et justement, l'attitude n'est pas scientifique derrière. Et ça je crois que c'est ça qui m'a gênée. Oui. Parce qu'il a pris peur tout de suite et en fait, il est parti de l'appartement et puis après, il ne sait pas où est sa créature et c'est comme s'il s'en fout, quoi. Et je rebondis sur le mot peur parce que Mary Shelley décrit dans ses prologues qu'elle voulait écrire une histoire effrayante et moi, ça ne m'a pas effrayée en fait. Je ne sais pas si vous, est-ce que vous avez été effrayés, vous tous? Non, moi c'est vrai, pas du tout. Non, non plus, oui. Non plus, bien que dans les analyses de cette œuvre, on parle de Frankenstein comme une œuvre fondatrice pour le genre de l'horreur. Mais on sait que l'horreur, à la façon de Stephen King, moi, ça ne me fait pas peur non plus. Donc, je ne sais pas vous, mais voilà, l'horreur, c'est pas forcément le fait d'être complètement effrayé, de se cacher derrière son coussin parce qu'on a peur. C'est plutôt, je pense, ce côté surnaturel et de se dire mais effectivement non, je pense pas que ça fasse peur, Frankenstein. Ah, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, ça a juste coupé quelques secondes. Ça a coupé un petit peu. Oui. Alors, non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est hyper intéressant, c'est ça, c'est un peu la magie de la littérature, c'est que quand on lit, alors malheureusement dans Frankenstein, effectivement, on sort par moments de l'histoire parce qu'il y a des petites choses qui manquent de crédibilité. Où du coup on se dit ah oui, il y a un auteur derrière qui nous raconte une histoire, mais elle a peut-être pas bien fait son travail correctement sur certains aspects, et du coup on sort un petit peu de l'histoire. Les livres qui nous emportent, c'est ceux où on est dedans et en fait on en oublie qu'on est en train de lire un livre. Mais pour autant, même s'il y a ces petits défauts-là dans Frankenstein, c'est pour ça que je vous ai posé la question, ça vous a quand même plu? C'est-à-dire que dans l'ensemble, ça marche quand même. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, bon, on nous raconte une histoire, j'ai bien conscience que je ne suis pas dans ma réalité, et même s'il y a ces petits défauts-là, je vais jusqu'au bout de l'histoire. Et je suis quand même divertie. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un bon exemple justement de livre qui marche, même si, effectivement, il y a des choses qui sont un peu moins réussies et qui effectivement s'expliquent par un certain nombre de choses. Je suis en train de me poser la question, Christine, de savoir pourquoi j'ai continué au final. J'étais attachée au personnage et en même temps, j'ai un respect pour cette première œuvre de science-fiction. Mais je me demandais si quelqu'un amenait un tel manuscrit de nos jours, s'il y aurait eu quand même pas mal de corrections à faire. Oui, mais pas tant que ça, j'ai envie de dire. Pas tant que ça par rapport à
Il y a des aspects qui sont très solides dans cette œuvre-là. Effectivement, il faudrait retravailler les personnages, il faudrait retravailler les dialogues, les voix, je suis tout à fait d'accord avec vous, celle du monstre n'est pas du tout crédible. Hein, on est d'accord, on est unanime là-dessus. Donc il y aurait des choses à revoir, mais je trouve qu'il y a quand même des aspects solides, et notamment donc, cette structure narrative qui n'est pas celle d'un arc narratif traditionnel, hein, l'arc narratif traditionnel étant le parcours d'un seul héros en 3 actes. Là, on a effectivement ce schéma narratif un peu en poupée russe, avec 3 narrateurs, à la différence d'Inception, où moi, ce film-là, à chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression que je ne comprends rien, je suis complètement perdue. Dans Frankenstein, on oublie peut-être à un moment donné que ça avait commencé avec Walton, mais quand on revient à Walton, on n'est pas surpris. Hein, donc, je trouve que la structure marche bien, alors que ce n'est pas une structure traditionnelle. Les personnages, je suis d'accord avec Elisabeth, certains sont quand même très monolithiques, notamment le personnage de la jeune fille, je crois qu'elle s'appelle Elisabeth, hein, c'est ça? Oui, qui est un stéréotype, quoi. Hein. Elle n'est qu'une seule chose, elle est gentille, elle est parfaite, voilà. Certains personnages secondaires ne sont pas tellement travaillés plus que ça, mais là encore, c'est pareil. C'est étrangement, ça marche quand même. C'est-à-dire que même Frankenstein, où effectivement, on ne sait pas ce qu'il étudie pendant 2 ans, on ne sait pas comment il s'y prend, et les choses vont assez vite pour lui, on adhère quand même à ce personnage-là. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on est intéressé, on a envie de continuer à le suivre, savoir ce qui lui arrive. Le monstre, moi, comme Catherine, c'est le personnage qui m'a le plus touchée. Je trouve que il apporte paradoxalement une certaine poésie. Il a beau être hideux, en fait, c'est lui qui apporte le côté philosophique de l'œuvre. J'avais pas fait attention à la caractérisation, donc la remarque d'Elisabeth sur le fait que finalement on ne sait pas grand-chose, le monstre n'est pas décrit, ça j'ai pas fait attention, parce que comme toi Elisabeth, j'ai tout de suite moi l'image du monstre qu'on connaît voilà, dans le cinéma, mais du coup je serais hyper intéressée de le relire et de faire attention à ces aspects-là. Est-ce que vraiment il n'est pas du tout décrit? On sait qu'il est grand, on sait qu'il est composé de différentes parties comme ça, mais c'est vrai que est-ce qu'il est comme dans le film là, avec une grosse cicatrice là, enfin voilà, ce genre de choses. Donc je crois pas en que c'est termes mentionné, ouais. Ouais, c'est mentionné? Je crois pas que c'est mentionné, non. Oui. Voilà, donc effectivement la caractérisation, on aurait pu en faire plus, mais pour autant, il y a quelque chose qui prend en termes d'attachement du lecteur au personnage. Alors, moi, j'avais noté plein de trucs par rapport à ce que vous avez dit. Vous savez, le titre complet, c'est Frankenstein ou le Prométhée moderne. Hein, moi, je suis allée relire un petit peu pour me rafraîchir la mémoire. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le mythe de Prométhée, c'est ça, c'est l'homme se prend pour Dieu et ça lui retombe dessus. Donc attention, voilà, ne jouez pas trop avec la science, parce que le message, c'est vraiment ça. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les 3 personnages principaux, donc les 3 narrateurs, Walton, Frankenstein et la créature, portent tous les 3 ce message-là. Et donc ce roman est très réussi de ce point de vue-là pour moi, et ceux qui ont participé à certains de mes ateliers savent que j'accorde beaucoup d'importance au message de l'auteur. Et c'est une très bonne façon de décliner un même message à travers ces différents personnages. Alors, Frankenstein, évidemment, hein, lui, son objectif, c'est d'aller plus loin que ce qui a été découvert jusqu'à présent. Et donc, en fait, on pourrait dire que oui, il se désintéresse de sa création, ce que ne feraient pas normalement les scientifiques, mais on peut justifier dans l'histoire parce qu'en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement le fruit de sa création, mais c'est le fait de créer et de dépasser les autres scientifiques dans ce que eux ils ont pu trouver jusque-là.
Et donc, une fois qu'il a atteint son objectif, qu'il les a dépassés, en fait, il se désintéresse de la conséquence. Moi, c'est comme ça que je l'ai un peu compris. Donc, Frankenstein, on le comprend bien. Hein. D'ailleurs, il y a une phrase, moi, que j'ai relevée, qui, je trouve, résume assez bien le message. Donc, c'est Frankenstein qui s'adresse à Walton et qui dit « Apprenez, sinon par mes préceptes, du moins par mon exemple, combien il est dangereux d'acquérir le savoir et combien est plus heureux l'homme qui croit que sa ville natale est le centre de l'univers et qui n'aspire pas à dépasser ses limites naturelles. » Elle m'a fait partir aussi, cette phrase-là. C'est au début du livre, ça. Oui, c'est au début du livre. Parce qu'en fait, Walton, il est dans la même quête. Walton, il essaye de trouver un chemin pour aller au pôle Nord, un chemin qui n'a jamais été trouvé jusque-là. Donc lui, il est un peu dans cette quête aussi de « je vais faire ce que les autres n'ont pas encore fait ». Vous voyez ? Et la créature, d'une certaine manière, c'est aussi cette quête-là, parce que, en fait, il dit à un moment donné que lorsqu'il observe donc cette famille en train de vivre, il découvre qu'il y a d'autres choses que simplement ses besoins primaires. Et donc, lui aussi, il veut en savoir plus. Et le fait de savoir plus, finalement, c'est ce qui va vraiment créer son malheur. Vous voyez ? Donc, moi, j'ai vraiment aimé cette partie-là. Et en fait, c'est fait de manière plutôt simple, mais très bien. Merci, Elisabeth, pour l'information sur le fait que Marie Shelley avait perdu un bébé et qu'elle a essayé de le ranimer. Ça, je ne savais pas. Et du coup, bon, on fait un parallèle tout de suite avec l'histoire. Hein. Oui, donc ça, c'est intéressant. Alors, oui, l'écriture emphatique, c'est lié à l'époque. On est en pleine époque romantique. Et donc, en littérature, c'est effectivement ce genre d'écriture-là. On y va à fond dans la mélancolie, dans les émotions. Et en plus, peut-être l'avez voulu, mais Mary Shelley, en fait, elle n'est pas très connue comme écrivaine. C'est surtout son mari qui était connu, Percy Shelley, comme poète. Et donc, il formait un groupe d'amis avec Lord Byron, qui est aussi un poète anglais voilà, qui restait dans les annales. Et donc, c'était un groupe de poètes, quoi. Donc, je pense que ça explique aussi l'écriture de Mary Shelley. Et évidemment, le jeune âge, bien qu'à l'époque, je pense, quand on avait 19 ans, ce n'est pas les mêmes 19 ans qu'aujourd'hui. Hein. Mais effectivement, tout ça peut venir justifier cette écriture et peut-être ce manque de précision quant aux aspects scientifiques, techniques. Et puis aussi, ça aussi, sans doute l'avait voulu, mais elle a commencé l'écriture de ce livre parce que c'était à la base un jeu, un défi qui s'était lancé entre amis. Donc ça, c'est rigolo aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tellement... c'était pas un projet qu'elle avait et qu'elle mûrissait depuis un certain temps. C'est parti comme ça. Et voilà. Et bien sûr qu'on pourrait lui reprocher après de ne pas avoir quand même bien peaufiné l'œuvre. Mais c'est quelque chose que tu pourrais nous demander de faire en jeu, en atelier, presque. Exactement, tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, c'est normal d'avoir beaucoup d'incohérences, de choses qui ne sont pas abouties quand ce n'est pas un projet personnel à la base, je pense. Il y a une autre chose aussi qu'elle fait très bien, c'est de nous tenir en haleine, de tenir le lecteur en haleine. Et ça, c'est une technique qu'elle utilise à plusieurs reprises, où en fait, donc c'est Frankenstein, hein, c'est dans les mots de Frankenstein, il dit et puis j'ignorais encore qu'il allait se passer ça. Mais il ne nous raconte pas ce qui se passe. Il enchaîne sur autre chose, ce qui fait que ça plante la petite graine. Nous, lecteurs, on se dit c'est quoi? Et on ne nous le raconte pas, donc on continue de lire parce qu'on a envie de savoir ce que c'est, jusqu'à ce que quelques chapitres plus loin, voilà, l'événement en question nous est raconté. Et ça, elle le fait, j'ai relevé plusieurs fois. Tout à l'heure. Voilà. Jusqu'à ce qu'un incident vint modifier le cours de mes idées. Jusqu'à ce qu'un incident vint modifier le cours de mes idées. Il ne nous raconte pas quel incident. Lorsque se produisit cet événement qui prolongea mon séjour. Voilà, etc., etc. Il y a pas mal de petites phrases comme ça qui permettent en fait de nous tenir en haleine et qui sont tout simplement une technique pour créer le suspense.
Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, Jean-Baptiste, quand tu dis, alors Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste écrit de la science-fiction, donc quand tu dis que finalement dans les œuvres de science-fiction d'aujourd'hui, c'est encore la même thématique avec l'intelligence artificielle, donc c'est ces mondes où l'homme a dérivé, quoi. C'est intéressant, ça rejoint le mythe de Prométhée, hein, la démesure de l'homme qui se met à créer des choses qui vont le dépasser. C'est intéressant, ce message-là, de dire attention, et pourtant on continue aujourd'hui, puissance peut-être 10 000, quoi. Mm. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce que vous voulez réagir peut-être sur tout ça? Il y avait une question que je me posais par rapport justement au récit et à la manière dont certaines choses sont amenées. Par exemple, on commence au début avec même carrément avant la naissance du personnage, je crois, c'est quand les parents se mettent ensemble ou ont la vie un peu difficile ou je sais pas quoi. Et puis le bébé naît et puis il y a la petite Elisabeth qui est recueillie, etc. Et je me disais, est-ce qu'il y a besoin fondamentalement de commencer à ce moment-là ou est-ce que parce que maintenant on commencerait pas de cette manière-là, tu vois, mais à la rigueur, ça m'a pas forcément gêné, mais je me suis dit, ça fait quand même beaucoup d'expositions de choses. Est-ce que ça aurait pas pu, ou est-ce que c'était à l'époque, ça se faisait comme ça? Enfin, tu vois, parce que je me dis, quand tu lis un livre, c'est aussi, il y a une bonne dose de se placer comment les choses étaient faites à l'époque pour pouvoir l'appréhender et pas juste le juger à partir de ce qu'on fait maintenant, je me dis, non? Oui, oui, tout à fait. Cette manière de donner beaucoup d'informations sur le passé des personnages, de mettre en place en fait le contexte. C'est vrai que aujourd'hui, dans la littérature contemporaine, on ne recommande pas de procéder ainsi. Hein, on veut tout de suite de l'attention dramatique. On ne veut pas ralentir le rythme du récit avec donc tout ce bagage d'informations sur les personnages qui en fait ne nous intéresse pas tant que ça pour comprendre la narration principale. Effectivement, ça correspond au fait qu'aujourd'hui, en tant que lecteur, consommateur, spectateur, on a besoin d'être stimulé parce que les choses vont plus vite, parce que les réseaux sociaux, le téléphone, Internet fait qu'on a moins cette patience et cette tolérance aux choses lentes. Moi-même, hier, je commençais à regarder une série, je trouvais ça atrocement lent. Et parce que voilà, j'ai plus l'habitude. Mais effectivement, là, ce que tu décris dans Frankenstein, c'est tout à fait un schéma de littérature classique. Et donc, Karine, toi, tu n'étais pas là la dernière fois, mais j'expliquais que pour les premières séances du club de lecture, je me suis donné comme objectif de ne vous proposer que des œuvres classiques. D'accord. Voilà. Pour plusieurs raisons, parce que je trouve que c'est bien de redécouvrir ou de découvrir donc ces livres-là. C'est bien aussi en tant qu'adulte de peut-être se défaire d'un a priori qu'on a qui vient de lecture, de nos années d'écoliers, de collégiens, etc. Et aussi pour comparer justement les différents procédés et l'évolution de la littérature au fil du temps. Voilà, donc je vais essayer de prendre plusieurs époques, des auteurs très différents pour aussi vous proposer ce panel-là et puis participer à votre culture littéraire. Voilà, donc ça c'est Merci. l'objectif. Mais c'est pour ça aussi que, comme tu disais très bien, Karine, tu avais un peu de mal au début parce que tu n'as pas l'habitude de ce genre de littérature-là. Et je trouve que c'est bien aussi de se mettre au défi, voilà, de lire des choses qui, de prime abord, nous paraissent plus difficiles ou nous rebutent un peu parce que c'est pas trop notre tasse de thé à la base, mais de découvrir que finalement, il y a aussi une forme de plaisir.
En plus, moi, ça m'a tellement imprégné que pendant une semaine, là, parce que j'ai surtout lu la dernière semaine, j'employais des temps différents quand j'écrivais des mails, c'est pour te dire. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Donc, c'était assez rigolo. J'ai utilisé d'un seul coup des mots de vocabulaire que je n'utilisais pas et je trouvais mes mails un peu vieux jeu. C'est très marrant. Ah, c'est intéressant Ouais. que ça t'imprègne à ce point-là. Ouais. Et moi, j'ai envie de dire, mais peut-être que je me trompe, tu as dit que tu avais lu Dracula jeune. Oui. C'est peut-être aussi le fait que tu l'aies lu jeune, que tu en gardes un souvenir plus fluide. Je dis ça parce qu'en fait, moi, Frankenstein, je l'avais lu jeune aussi. Ouais. Je devais avoir 15 ou 16 ans et Ok. ça m'avait mais fasciné. C'est-à-dire que j'en garde un souvenir de cette lecture de jeunesse où je me disais, waouh, déjà ça m'avait semblé une lecture très facile et je découvrais tout un univers qui n'était pas le mien, pas mon genre de lecture. Et voilà. Et donc j'ai voulu aussi adulte le relire et ça m'a pas du tout fait le même effet là. Ah, d'accord. Oui, ce serait peut-être intéressant que je le relise. Après, je connais tellement l'histoire par cœur que il y a eu trop d'adaptations cinématographiques que j'ai trop de livres à lire pour me remettre à celui-ci. Mais ce serait intéressant que je le fasse, tu as raison. Oui. Parce que j'ai l'impression de l'avoir lu hier et je vois encore même des pages dans ma tête. Et je sais que ce livre m'avait fait peur, par contre. Et peut-être que c'était lié à mon âge. D'accord. Ok. Et justement, donc la prochaine œuvre que j'ai choisie, qui est l'œuvre de Zola, c'est pareil, je l'ai lu à 15 ans et je suis curieuse de voir l'effet que ça va me faire parce que il y a des scènes de ce livre. Est-ce que certains d'entre vous l'ont lu déjà? C'est lequel? L'œuvre, ça s'appelle l'œuvre. Oui. Non, j'en ai lu beaucoup parce que Zola est un de mes auteurs préférés à un moment. Donc l'œuvre, non, je ne l'ai jamais lu. Alors justement, il n'est pas connu celui-là de Zola. Oui, je ne connais pas. Et j'ai choisi pour cette raison-là aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai des souvenirs de certaines scènes qui, pour le coup, m'avaient vraiment. Bon, vous allez voir, hein, c'est pas du feel good, une fois de plus, ce livre-là. Et j'ai hâte de voir l'effet que ça va me faire là, en tant qu'adulte. C'est un livre qui est un peu plus long que Martin Eden. Donc, selon votre vitesse de lecture, voilà, je vous conseille de ne pas trop tarder à vous y mettre. Mais bon, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous plaira. Ça porte encore une fois, je me suis rendu compte après l'avoir choisi, ça porte sur le sujet de la création, cette fois-ci la création artistique. Donc on reste encore Martin Eden, Frankenstein, l'œuvre, sur ce thème-là, de traiter de différentes manières. Est-ce qu'il y avait autre chose qui vous revient, là, que vous avez envie de partager avec les autres? Éventuellement, oui. Il y avait, dans un des passages que moi j'avais noté, c'était « À travers les steppes tartares et russes, j'ai continué à suivre cette race, bien qu'il m'échappât toujours. Parfois, des paysans terrifiés par son horrible apparition m'indiquaient la route. Parfois aussi, c'était le monstre lui-même qui laissait des traces derrière lui, de peur que je n'arrête mes poursuites ou que je ne décide, dans mon désespoir, de mourir. » Et moi, ça me montrait à quel point, en fait, la créature avait besoin de son créateur, pour pouvoir continuer aussi à vivre. Elle n'existait que parce qu'il le poursuivait. Ouais, c'est ça. Et presque parce qu'il le détestait, en fait. C'était sa manière à elle d'avoir une relation ou un lien, parce que toutes les autres relations qu'il essayait de créer avec les humains ne fonctionnaient pas, quoi. Oui, oui, oui. Oui, d'ailleurs, ce qui est très triste pour ce personnage-là, c'est que finalement, c'est une création. On comprend qu'il est fondamentalement bon, mais c'est le rejet des autres humains qui le rendent mauvais, méchant, cruel. Mais ça marche pour les humains aussi, en fait. C'est ça qui est incroyable. Oui. Et j'ai bien aimé ta remarque, Karine, sur le fait qu'on attend de notre créateur qu'il nous rende heureux, quel que soit le créateur. Oui. Oui, c'est vrai. Finalement, cette créature, elle est aussi humaine. Donc, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est humain?
j'aime beaucoup cette question à travers ce livre, en fait. Oui, et tu vois, c'est marrant, parce que moi, c'est quelque chose que j'avais pas du tout relevé, parce que c'est une question que je me pose pas. Donc, en fait, c'est Moi, toujours je la même reviens chose. d'Inde, c'est pour ça que j'ai pas pu être à l'atelier la dernière fois. Donc, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Mais comme quoi, hein, on projette toujours dans nos lectures, finalement, nos propres questionnements, et quand on n'a pas tel questionnement, on le voit pas du tout. On passe complètement à côté. Mais c'est ce que tu as dans les films comme Terminator avec justement l'intelligence artificielle et quand tu vois que le Terminator devient presque plus qu'humain que certains humains. Et en fait, tu vois que ce soit avec reconstruction d'un corps ou des robots ou de l'intelligence artificielle, la question, elle reste toujours identique, en fait. Oui. Et elle va devenir cruciale au XXIe siècle, effectivement. Parce qu'il y a tout aussi, tu sais, le fait qu'on puisse créer un organe et remplacer un organe ou remplacer un œil, un humain, un bionique, est-ce qu'il est humain, tu vois? Et philosophiquement, éthiquement, les questions se posent. Et la base, ben, je trouve qu'elle est bien posée par le roman de Marie Shelley. Oui, c'est intéressant, oui. Et est-ce que certains humains ne sont pas plus inhumains que des êtres non humains? Si, si. Oui, moi Ouais. j'ai bien aimé la façon dont elle aborde le thème de la monstruosité finalement. Et je me suis demandé, parce que je me rappelle, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les adaptations cinématographiques, mais je me suis demandé si on n'avait pas perdu ce côté au cinéma, si on n'avait pas perdu ce côté justement le monstre qui finalement au départ n'est pas vraiment un monstre en fait et qui est rendu monstre par la civilisation. C'est un peu rousseauiste, en fait, comme vision de la monstruosité, finalement. J'ai vu un petit peu Rousseau, moi, quand j'ai lu certains passages, en fait. Oui, je me demande s'il n'y a pas une influence directement sur l'auteur. Si, et puis quand je regarde, j'aime bien bon, je regarde pas mal de films d'horreur, bon, pour me détendre. Et en fait, entre les séries Netflix ou les films d'horreur, oui, parce que quand je suis triste, je préfère avoir peur, donc voilà. Et je m'aperçois que finalement, ces dernières années, quand il y a des films d'horreur, un monstre est vraiment un monstre. C'est-à-dire? Walking Dead, les zombies sont vraiment des zombies. Ils sont là pour nous tuer, ils réfléchissent pas, ils nous mangent. Les vampires sont de plus en plus hideux et avec des effets spéciaux visuels pour nous faire peur. Oui, c'est de Il n'y plus a en pas plus de inhumain. monstre qui n'est pas de monstre, quoi. Enfin, il n'y a pas de question philosophique à travers la monstruosité, quoi. Un monstre est un monstre, point. C'est très manichéen, je trouve, ces dernières années. Enfin, je sais peut-être... Non, ça se voit beaucoup, hein, je suis d'accord. Ça se voit beaucoup, je suis d'accord, oui. Oui. Intéressant. Si tu aimes les zombies, il y a un excellent film coréen, Dernier train pour Busan. Je l'ai déjà vu, j'ai adoré, il était très bien. Ah, Là, je suis sur les films Bollywood, où je constate que j'ai récemment vu un film Bollywood où j'ai constaté, parce que je pense à toi à chaque fois, que l'arc narratif ou la manière d'amener les personnages ou l'histoire est complètement différente d'Hollywood. Et je trouve ça hyper intéressant. J'ai découvert tout un monde, en fait. Donc, une manière différente de construire les histoires, c'est très intéressant. Oui. On retrouve quand même la quête du héros avec les différents nœuds dramatiques. Moi, je suis vraiment envie de les voir. Mais ils mettent pas les cliffhangers, tu sais, de la même manière. Et j'ai été surprise, autant quand dans un film hollywoodien, tu commences à savoir comment ça va se passer, autant là, j'ai été surprise de la manière dont quelque chose s'est passé dans l'histoire parce que je m'y attendais pas, tu vois. Et après, c'est amené d'une façon que je ne connais pas et du coup, ça m'a surprise et c'était assez agréable d'être surpris. J'avais des gros préjugés sur cette culture et ce type de cinéma. Et en fait, j'avais tort d'avoir des gros préjugés. Oui. Ouais. Et je me demande si dans ce film-là en particulier, il n'y aurait pas quand même un message un peu plus philosophique. Oui, non, si. Oui. C'était un peu surtout que juste avant, tout au début du film, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, mais c'était un film
où oui, il avait un problème, un truc quotidien, et il se retrouve. C'est des gens normaux, qui ne sont pas des héros, qui se retrouvent dans des situations extraordinaires et qui finissent par devenir des héros. Ça, c'est un thème aussi qui revient, mais non, le film était très bien. C'est quel film? Dernier train pour Busan. Ah, d'accord. Parce que je croyais que c'était Bollywood. Enfin, je savais plus trop. Non, non, celui-ci, c'est pas le Bollywood. Ah, ouais. Ok. Autre chose avant qu'on se quitte? L'heure est passée vite. Bon, je suis contente en tout cas que ça vous ait plu, que vous l'ayez lu. Ça, c'est bien. Très bien. Donc, la prochaine réunion, je crois, c'est dans 5 semaines. Comme ça, vous avez un peu plus de temps pour lire Zola. Donc, on avance un petit peu dans le temps, autre époque. Et voilà. Donc, Karine, toi, tu dis, tu aimes cet auteur-là. Oui, c'est peut-être un des seuls auteurs que j'ai dû lire 2 fois. J'avais lu plusieurs fois Nana, L'Assommoir. J'avais découvert jeune aussi. Après, je suis passée à Zweig quand j'ai grandi. Mais oui, Zola, au lycée, il m'avait énormément touchée. Par sa description du monde ouvrier, ça m'avait extrêmement touchée. Moi, j'avais essayé, je m'étais dit, allez, je vais lire tous les Rougon-Macquart et je vais les lire dans l'ordre. Je crois que le premier, c'est La Fortune des Rougon. J'ai pas pu aller au-delà de, je crois, 50 pages. Oui. Je trouvais ça pas très bon, pour être très honnête. Mais il y a une très belle évolution. Donc, quand on lit les derniers Rougon-Macquart, voilà, Zola a vraiment a eu une très belle évolution. Après, c'était très classique, hein, tu sais, c'était L'Assommoir, Germinal et Nana, voilà. Oui. Germinal, déjà, on est beaucoup plus dans l'action. Hein. Voilà, donc l'œuvre fait partie des derniers. Hein, donc j'espère que ça va vous plaire. Merci d'avoir été là au rendez-vous. J'espère vous retrouver tous les 4 dans 5 semaines. Ok. Merci. Bonne Merci lecture et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.